Stéphane, quel est selon toi le fait marquant de la mandature? Je pense que pour la FGMM, le fait marquant de la mandature, c'est la signature au tout début du mandat, en février 2022, mais une fin de négociation en 2021, de la Convention collective nationale de la métallurgie, d'une négociation qui a commencé en 2016. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de marquant, qui a marqué l'ancienne mandature, mais qui arrive à l'aboutissement au début de ce mandat. C'est un choix très fort de modifier toute une convention collective, de tout refaire. Comment avez-vous fait le choix de la signature? Nos textes, notre fondement est bien sur la démocratie élective, représentative, et c'est donc le bureau fédéral qui doit prendre cette décision. On a eu des questions pour déroger à ce principe, on ne l'a pas voulu. Par contre, ce qu'on fait rarement, on a réuni tous nos syndicats dans un conseil fédéral extraordinaire pour entendre. On a pris le temps d'écouter tout le monde, d'entendre leurs craintes, leurs demandes. Et à la fin du fer, c'est bien ce bureau fédéral qui venait d'être élu à Saint-Malo en 2021 qui a dû prendre la décision qui se prend comme toujours, comme souvent à la CFDT, dans des débats animés. Faut pas croire qu'on est tous d'accord, mais au final, une décision est prise et elle a été prise très majoritairement d'aller à la signature. Donc c'est pas une décision seule, c'est une décision collective, c'est un C'est gros travail. c'est loin d'être une décision seule, c'est loin d'être une décision qui se fait tout simplement. C'est du débat, c'est de l'échange et c'est une décision qu'on prend à l'époque qu'on est 35 dans le bureau fédéral. C'est une décision très majoritaire prise par les 35 membres. Et du coup, pourquoi l'avoir signé? On l'a signé, comme je te l'ai dit juste avant, c'est une revendication. Regarde, j'ai retrouvé un texte qui date de 75. Déjà en 75, on revendiquait à la Fédération une convention collective nationale. C'est une revendication qu'on portait depuis longtemps. À la FGMM, on était en pointe là-dessus, notamment. Alors, il fallait renégocier une convention, puisqu'on était sur des classifications qui avaient à peu près le même âge que notre revendication, 50 ans, qui était obsolète. Et on a signé ça, parce qu'on a révisé la classification sur quelque chose qu'on portait depuis longtemps, une grille nationale unique de classification, du non-cadre au cadre, une grille de salaire unique aussi. Il y avait le fait le plus marquant et qui nous engage fort, c'est une protection sociale de branche, donc une prévoyance pour tous les salariés, et aussi les questions de la qualité de vie au travail, qui sont nouvelles, qui sont un vrai sujet porté par la fédération, et le dialogue professionnel, autre sujet pour lequel on est plutôt en pointe sur la thématique. Comment est-ce que ça a structuré l'action fédérale sur les 4 ans écoulés? Donc, à la signature en février 2022, il a commencé une nouvelle partie qui était les négociations pour éteindre les conventions territoriales. Donc là, déjà, ça nous a structuré puisqu'on était au soutien des équipes et notamment pour appuyer les revendications vers l'UIMM national pour que ça se passe bien sur les territoires. Et une fois cette phase signée, on a attaqué la formation de l'ensemble de nos militants. On a créé des modules de formation sur la classification et sur la protection sociale. On a formé des milliers de militants. Et après, toutes les équipes fédérales, sur l'ensemble des thèmes, se sont mis en ordre de marche pour être soutien, support des équipes sur le terrain. Aujourd'hui, avec tout ça, on en est où? On en est que on n'a peut-être pas vu toutes les virgules. Et du coup, ça mérite de le retravailler. Ça mérite de retravailler sur plusieurs sujets. Il y a des choses qui se sont mises en place plutôt bien. On a quelques contentieux, mais à la marge. Par contre, on a quelques sujets qui méritent d'être retravaillés. La classification, notamment, où nous avions parié sur des fiches d'emploi qui prenaient cas de l'emploi réel. C'est loin d'être le cas dans toutes les entreprises. Donc, ça doit encore se travailler dans les entreprises. Et tu parlais de virgule tout à l'heure. On a une grosse virgule qui est l'article 140. C'est le calcul de l'assiette des salaires minimums, où là, on est en désaccord fort avec la chambre patronale. On a tenté la conciliation jusqu'au bout. On n'a pas réussi à se mettre d'accord.
Donc on a décidé de porter le contentieux devant les tribunaux. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Christelle, comment se sont concrétisées les évolutions structurelles de l'organisation FGMM depuis le congrès de Saint-Malo? Alors les statuts de la FG2M, ils ont été votés au congrès de Saint-Malo et ont été pleinement mis en œuvre donc après le congrès extraordinaire à Dax en juin 2023. Donc la mise en œuvre de la nouvelle organisation s'est faite de façon progressive. Donc les syndicats se sont engagés dans la transformation, accompagnés de la fédération et donc du DOF, pour préparer au mieux les fusions. Donc entre 2021 et 2023, c'est là qu'on a eu en fait le maximum de fusions qui se sont opérées. Donc on est passé de 92 syndicats à 45 syndicats. Au premier semestre 2025, on en est à 41 syndicats. Donc ce congrès extraordinaire de Dax, donc il a acté en fait la disparition des unions méthomines et officialisé la mise en place des secrétaires fédéraux territoriaux. La nouvelle gouvernance fédérale, elle est entrée en vigueur, laissant une large place aux syndicats dans le bureau fédéral. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'accompagnement des syndicats? Alors oui, le bureau fédéral a retenu le nombre de 7 secrétaires fédéraux territoriaux, en binôme avec 7 secrétaires nationaux. Et il a élaboré et adopté en 2022 la fiche mission des SFT, principalement dédiée à l'accompagnement des syndicats sur leur territoire de couverture. Ils ont intégré progressivement la fédération entre janvier et septembre 2023. Alors les premières missions qu'ils ont eues, en fait, c'était la prise de contact avec les syndicats, leur fonctionnement, les bassins industriels, de l'ancrage syndical et échanger sur les missions d'accompagnement technique, je souligne bien technique, et de soutien possible. La majorité des syndicats a su se saisir de cette opportunité de soutien, d'accompagnement dans un contexte des regroupements, de réflexion de regroupements propres à chaque territoire, dans un contexte d'actualité revendicative qui a été très dense avec la Convention collective nationale, la contestation de la réforme des retraites. Il y a eu beaucoup de manifestations. Donc la mise en place de la coordination nationale a permis, dès la mise en place des SFT, de soulever les difficultés rencontrées, d'identifier les besoins des syndicats. Et d'ailleurs, dans les annexes du rapport d'activité, sur les territoires, on met en évidence le type de sollicitation des syndicats qui varie d'un territoire à un autre, puisque les réalités des territoires ne sont pas identiques pour les syndicats. Et du coup, on arrive à la fin de leur mandature. Est-ce qu'on peut avancer que le défi de la transformation de l'organisation est abouti? Alors en fait, il a très fortement avancé. L'accompagnement des SFT a pris tout son sens auprès des syndicats, la place des syndicats dans le bureau fédéral aussi. Mais nous ne devons pas perdre de vue nos objectifs dans cette évolution de notre organisation. Il nous faut, entre autres, rénover notre capacité du débat collectif, renforcer la proximité auprès des sections syndicales, auprès de nos adhérents. Alors, nous traversons un moment charnière de désindustrialisation dans la plupart des secteurs que nous couvrons, de chaos politique, géopolitique, et nous devons être en capacité de répondre aux enjeux industriels, économiques, de la transition écologique juste. Mais tous ne décident pas à l'échelle des territoires. Non. Et c'est pour cela qu'on a mis en œuvre le fait de faire connaître au mieux les actions que l'on mène, en fait, que la fédération mène à l'échelle européenne et internationale, par notre participation active dans les instances d'Industrial Europe et Global Union, auxquelles nous sommes affiliés. Ce qui se décline au niveau des territoires n'est que la conséquence de prise de décision à l'échelle européenne et à la main des États membres. Sensibiliser, impliquer le bureau fédéral, les syndicats, les élus des comités de groupes européens sur l'avenir industriel européen dans une transition nécessaire que nous voulons socialement et industriellement juste. Cela a été le fil conducteur de cette mandature. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien. Stéphane, dans quel contexte s'est déroulée cette mandature? Il y a un contexte économique incertain, très forte inflation et une mandature rythmée par des négociations de la convention collective, et en ce qui me concerne plutôt sur la protection sociale et les rémunérations. Une inflation de 2021 à 2024 de 13,7%, donc une forte inflation.
L'enquête dans la métallurgie qu'on fait sur les rémunérations montre que les salaires dans la métallurgie et la rémunération au global a suivi l'inflation. Les dépenses contraintes ont largement augmenté, liées principalement à l'augmentation de l'énergie, des coûts d'énergie, l'alimentation, les services. Et c'est les salariés les moins rémunérés qui souffrent le plus de l'inflation, d'où l'importance des négociations dans les branches et des mini conventionnels. Et du coup, comment la fédération a aidé les équipes à négocier les rémunérations? Eh bien, on a tout un tas d'outils qu'on met à disposition des équipes. Donc, une enquête sur les rémunérations annuelles. On envoie des notes de conjoncture économique régulièrement. On suit un tableau de bord avec tous les indicateurs. Et pendant cette mandature, nous avons fait des journées thématiques sur les rémunérations, 35 journées dans les territoires pour former les militants à la négociation et à préparer les NAO. Comment avez-vous construit cette grille de mini nationale? Alors là, on est parti de l'ensemble des mini conventionnels, donc des conventions collectives territoriales. La difficulté, effectivement, était de trouver le point d'équilibre pour l'ensemble de ces conventions collectives territoriales. Quand on négocie les minima salariaux, il y a un principe un peu compliqué de compression de ceux qui sont au milieu. Est-ce que ça a été un peu géré ou est-ce que ça aussi c'était super compliqué comme dans toutes les branches? En parallèle, on avait négocié aussi sur un nouveau système de classification. Donc il a fallu négocier, en tout cas travailler une grille avec des écarts significatifs entre chaque coefficient, chaque classe d'emploi, et avoir une augmentation assez régulière de cette grille. Okay. Et en plus de ça, il y a eu la négociation sur la protection sociale. Du coup, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui est amélioré? Sur la protection sociale, ça faisait des années qu'on souhaitait négocier sur ce thème dans la branche. C'est une vraie avancée sociale en tout cas pour la métallurgie, pour les salariés de la métallurgie. Il n'y avait pas d'obligation d'avoir de la prévoyance dans notre branche, c'est chose faite maintenant. Donc c'est vraiment de nouveaux droits pour les salariés. Et l'idée, c'était aussi de gommer un peu les écarts qu'il pouvait y avoir entre cadre et non-cadre sur ce sujet de la protection sociale. Voilà. Donc, on a mis en place une cotisation obligatoire sur la prévoyance, la garantie maintien de salaire qui a été largement augmentée, voire doublée dans la majorité des cas. Et ça, c'est pris en charge à 100% par l'employeur. Des garanties sur l'incapacité, l'invalidité, le décès, une rente éducation. Et puis, un socle minimum de couverture santé au-dessus du légal. Voilà. Qu'on a mis en place, c'est de l'action sociale et de l'action de prévention pour les salariés de la branche. Donc avec un fonds dédié, donc un degré élevé de solidarité, 2% des cotisations qui viennent alimenter ces actions de prévention et l'action sociale. Et pour le régime de branche de protection sociale? Eh bien maintenant, effectivement, on a mis en place un régime de branche de protection sociale. Toutes les entreprises peuvent adhérer à ce régime et bénéficier des tarifs que nous avons négociés paritairement, de la mutualisation. Plus il y a d'entreprises et plus ce régime pourrait être attractif. Un bilan plutôt positif puisque on a dépassé l'objectif qu'on s'était fixé. Donc ça, c'est pour la prévoyance. Et sur la santé, on est à peu près à mi-chemin de remplissage de ce régime. La protection sociale, c'est un sujet complexe. Comment on s'approprie mieux le sujet? Et bien là, encore une fois, on a fait une trentaine de formations dans les territoires, dans les syndicats, vers les équipes pour s'approprier ces sujets de protection sociale. Et nous répondons régulièrement aux sollicitations des équipes sur ce sujet assez complexe. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi. Marc, sur la partie du rapport d'activité relatif à la politique industrielle, tu as choisi un focus sur la transition écologique. Pourquoi ? La transition écologique n'est bien sûr pas l'unique sujet de préoccupation et de travail du pôle économique de la Fédération pendant la période, mais indiscutablement, c'est celui qui se traduit par la transformation structurelle la plus importante de l'industrie en général et plus particulièrement de la métallurgie. Les engagements français et européens des accords de Paris sur le climat se sont traduits ou ont été transcrits dans les lois européennes et françaises par des nouvelles obligations pour les entreprises, des obligations croissantes, puisque les entreprises sont désormais obligées d'intégrer dans leur stratégie industrielle et dans leur communication
des éléments relatifs à leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qu'ils proviennent de leur process industriel propre ou de l'usage de leurs produits. Nous avons constaté leur prise en compte dans les stratégies des entreprises via le groupe de travail fédéral des administrateurs salariés, d'une part, mais aussi dans la contractualisation des contrats de filière, comme celui de l'automobile ou de l'aéronautique. Alors, en quoi l'industrie est-elle particulièrement concernée par ces exigences environnementales et leur réponse ne consiste-t-elle in fine qu'à un simple exercice de greenwashing? En tant qu'émettrice de CO2 dans leur activité propre, mais également élément de réponse dans sa capacité à développer et mettre en place des solutions alternatives de produits d'usage à faible émission, l'industrie est en première ligne de la transformation énergétique. C'est la conviction que la FGMM s'est forgée en organisant une session de formation-recherche à l'ISST de Bourg-la-Reine, en organisant des informations-débats au bureau fédéral sur la fresque du climat, sur l'énergie ou les transports, en diffusant des articles dans la presse fédérale, en présentant des évolutions légales et réglementaires en coordination des DST sur le sujet, ou en adaptant le module de formation responsabilité sociale des entreprises dans le cursus de formation des responsables d'Inter, et enfin en organisant des tables rondes aux 2 derniers congrès, le congrès de Saint-Malo et le congrès intermédiaire de Dax. C'est la conviction que la FGMM s'est forgée en participant très activement au groupe de travail de la Confédération sur la transition écologique juste. Tu viens d'adjoindre le qualificatif juste au vocable de la transition écologique. Pour toi, ça signifie quoi? Toute transformation structurelle, et la transition écologique en est une pour l'industrie, pose la question de qui en supporte le prix. Pour la CFDT, il s'agit de soutenir un projet de transition écologique que nous défendons, mais dans des conditions socialement acceptables. Et les travaux transverses à la Confédération, dans lesquels s'est investie la Fédération, ont permis d'aboutir à un cahier de revendications générales, qui est le manifeste pour la transition écologique juste, et à la construction d'un outil de formation dédié qui s'intitule « La fresque du pouvoir d'agir en entreprise pour la transition écologique juste ». À l'issue de ces 4 ans, les bases sont posées et des outils sont disponibles pour que la transition écologique juste devienne un élément concret du dialogue social en entreprise. Certaines équipes syndicales n'ont pas attendu que la fédération ait mis en place complètement ces outils et on peut signaler le travail pionnier et remarquable de l'inter-CFDT du CNES qui a abouti notamment à un accord d'entreprise dès début 2025. Moi, j'ai une dernière question. On a une actualité qui est flippante. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, même en termes d'écologie, c'est flippant. C'est quoi ton avis sur le futur? Qu'est-ce que tu vois dans le futur et sur les 4 prochaines années? Alors sur le futur émerge une question nouvelle qui n'était pas présente, même pas quand on a rédigé le rapport d'activité, en tout cas pas dans ces dimensions aussi fortes qu'aujourd'hui. C'est la question de l'économie de guerre ou du développement d'une activité de défense qui va impacter et peut-être de manière aussi considérable que la transition écologique telle qu'on la voyait au congrès de Saint-Malo. Et ça va être un sujet qui va être abordé. Nous, qu'il faut qu'on défende, c'est que cette nécessaire évolution de l'industrie de défense ne vienne pas stopper la démarche issue des besoins de la transition écologique. Eh bien, merci beaucoup. Thierry, on parle d'un sujet complexe et qui a pris une bonne partie du mandat, les classifications. Comment s'est déroulée la mise en œuvre des nouvelles classifications? Le déploiement du nouveau dispositif des classifications n'a pas été sans difficulté, voire extrêmement chaotique dans certaines entreprises, et même pas traité 1 an après la date de la mise en application. On a connu un début d'application assez compliqué. Ouais, un peu de bagarre. Ça n'a pas été simple. Et quel a été l'accompagnement des équipes par la fédération? La fédération a produit à destination des adhérents, des équipes SSE, syndicats internes depuis 2022, une communication permanente. On a fait 6 dossiers dans l'éco de la métallurgie,
On a fait des affiches, des 4 pages argumentaires destinées vers les militants. On a fait aussi un 4 pages plutôt juridique. Un courrier type de demande d'explication des éléments de cotation, de contestation de critères. Des webinaires ont été faits aussi. Une formation niveau 2 a été créée pour accompagner les adhérents à passer un CCPM qui avait été fortement poussé par la FG2M lors des négociations sur la convention collective. La formation niveau 1 a permis de former plus de 4000 militants depuis le congrès de Saint-Malo. Ouais. L'accompagnement de la fédération ne s'est pas arrêté à fournir des outils ou créer des formations. Ça a été aussi d'avoir des échanges avec les directions pour tenter de débloquer des situations compliquées. Ça a été aussi des échanges et interpellations de l'UMM au niveau national pour démontrer que l'application n'était pas bien faite dans les entreprises, surtout dans les entreprises adhérentes. Et tout ce travail d'accompagnement a pu fonctionner grâce à une application importante de nos syndicats. Et aujourd'hui, c'est quoi la situation? 3 ans après la signature de la CCN, le sujet classification n'a passé qu'une première étape de sa mise en place. Une partie des entreprises pense que l'item est clos. Aujourd'hui, les salariés ont la possibilité, à travers leur entretien professionnel, de reparler de la distribution de leur emploi réel et qu'une nouvelle cotation soit effectuée. Les enjeux vont être d'accompagner les salariés à construire leurs entretiens professionnels, qui est l'élément clé pour nous, pour pouvoir reparler de la cotation, de faire évoluer leur fiche d'emploi. Il faut qu'on continue à délivrer les 2 formations sur les classifications. Tout le monde n'a pas été encore formé, donc il y a encore un gros travail. De continuer l'accompagnement juridique sur le volet des actions collectives. Du coup, ça a fait quand même un mandat bien lourd, bien compliqué, bien complexe avec tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Les classifications ont été un élément principal de la convention collective à appliquer. Ça a demandé une implication de la FG2M et de ses structures, les syndicats, énorme sur la période, mais la partie n'est pas finie et le chantier ne fait que de commencer. Eh bien, merci beaucoup Thierry. Vivien, pour toi, qu'est-ce qui a marqué cette mandature? C'est la fédération, elle a porté les questions du travail depuis longtemps. Cette mandature, il y a vraiment eu un alignement de planète où les questions du travail sont devenues prédominantes. Ça a commencé en décembre 2020 avec l'accord national interprofessionnel où les conditions de travail sont incluses dans la qualité de vie au travail. En février 2022, c'est la signature de la convention collective nationale et de l'accord sur la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail. Décembre 2022, c'est le lancement des assises du travail. En janvier 2023, la réforme des retraites qui a mis tout le monde dans la rue, mais qui a quand même permis de questionner l'activité de travail et puis l'usure professionnelle. Et en décembre 2023, c'est le pacte de la vie au travail, la suite des retraites qui démarre. Et dans la branche, ça se traduit comment? Il a souvent été opposé qualité de vie, conditions de travail avec la performance de l'entreprise. Dans la convention collective, on lie les deux en affirmant que la qualité de vie et les conditions de travail, c'est une condition de performance de l'entreprise. La qualité de vie, elle contribue à la cohésion, à la pérennité et au développement des entreprises de la métallurgie. La CCN porte une vision du dialogue en entreprise en tant que facteur de progrès social, d'efficacité économique et d'amélioration des relations de travail. Et à ce titre-là, elle introduit l'articulation entre dialogue social et dialogue professionnel en entreprise. L'accord santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail, même si c'est un accord qui est incitatif, il fixe quand même un cadre, un cap et une volonté. Il permet notamment la création d'une instance paritaire, IPQVCT, qui est l'instance paritaire sur la qualité de vie et les conditions de travail. Cette instance paritaire, elle est composée de 24 personnes, organisations patronales, organisations syndicales, qui couvrent toute la France, et ça permet de partager des constats, élaborer des plans de travail et partager des expériences et des expérimentations. En janvier 2025, on a organisé une journée de lancement de l'IPQVCT où une centaine de participants étaient là, de toute la France, et ils ont partagé cet engagement de la branche avec une vision de la qualité de vie et des conditions de travail. C'était une journée intéressante, et en fin de journée, le secrétaire général de l'UIMM a appelé à inviter les territoires à organiser ce genre de journée en territoire pour partager le plus largement possible la vision de la branche autour de la qualité de vie et des conditions de travail. La métallurgie, c'est un peu un exemple en termes de dialogue social. Et du coup, on voit que vous essayez des choses de par cette IPQVCT. Est-ce que tu penses que ça peut être reproduit
plus largement dans d'autres fédérations, dans d'autres conventions collectives et dans d'autres entreprises? Alors, l'IPQVCT peut être reproduit. Ce qui est intéressant, c'est que les assises du travail, mais d'autres études, invitent à ce que les salariés puissent s'exprimer sur leur travail, notamment à travers le dialogue professionnel. Et là, dans la convention collective, du fait d'avoir une articulation entre les deux, ça permet de s'appuyer sur un socle et de tenter des expérimentations et des expériences. Aux autres fédérations de s'en emparer éventuellement. Mais en tout cas, nous, on a ça qui va nous permettre de concrétiser le lancement. Et pour la fédération, ça se concrétise comment? Pour la fédération, on essaie de partager le plus largement possible ce qu'on porte et la convention collective, notamment à travers des présentations au bureau fédéral avec des débats qui sont organisés, mais également des présentations au Conseil national fédéral, aux coordinations des DSC, et puis tous les syndicats qui souhaitent nous faire intervenir sur les questions du travail. On y va avec plaisir pour pouvoir partager les informations et ce qui est porté. On fait également une formation à destination des bureaux de syndicats qui s'appelle Agir sur le travail, qui permet de sensibiliser sur le sujet et de regarder comment on peut s'emparer des questions du travail sur le territoire. Pour accompagner ça, la fédération elle a lancé une enquête sur la qualité du travail, une enquête numérique qui a aujourd'hui à peu près 7000 répondants. Ça permet très rapidement d'avoir des indicateurs pour pouvoir faire des retours aux salariés. Mais grâce au SFT, aux secrétaires fédéraux territoriaux qui sont en proximité, on accompagne les sections syndicales et les syndicats qui souhaitent le déployer pour avoir une analyse plus précise et permettre aux militants d'agir directement avec ceux qui font le travail. Eh bien, merci beaucoup, Vivien. Merci. Anne-Claude, bonjour. Bonjour. Que couvre l'égalité des chances? Alors, l'égalité des chances, ça couvre essentiellement l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'accès à l'emploi et un emploi de qualité pour les personnes en situation de handicap, et le traitement des discriminations envers les personnes LGBT+. À la fédération, c'est un sujet très important, c'est aussi un sujet confédéral très important, donc on fait... Déjà, on relaie le travail confédéral. Et de façon générale, sur l'ensemble de ces thématiques, on forme nos mandatés, notamment dans les formations des responsables. Il y a un volet là-dessus. Et donc, voilà, on fait plein de sensibilisations. On en parle en bureau fédéral, on intervient dans les conseils de syndicats, on intervient en coordination des DSC, dans les inters, sur demande. On fait un gros travail de sensibilisation sur ce sujet. Du coup, quelle est la situation sur l'égalité professionnelle? Alors, sur l'égalité professionnelle, les chiffres sont pas très bons dans la métallurgie. C'est une branche dite non mixte, puisque en 2023, il y avait 23% de femmes dans la métallurgie. C'était pas beaucoup mieux dans les autres branches. Il y a un plan qui a été mis en place avec l'objectif d'atteindre 30% à l'horizon 2030. Même si ça s'améliore, il y a une absence de modèle de femmes en poste de responsabilité, de femmes en situation d'être directeur général ou des choses comme ça. Et puis, il faut bien dire que dans l'industrie, on a quand même encore, même si ça diminue, une culture un peu viriliste. Du coup, c'est quoi les pistes pour améliorer cette situation? Alors, les pistes, il y en a beaucoup. En fait, il faut sensibiliser l'ensemble des salariés, spécialement les gens en charge et responsables, aux pratiques de non-discrimination à tous les niveaux, en matière de recrutement, en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, parce qu'on a tous encore, femmes et hommes malheureusement, des biais dont on ne se rend même pas compte. Qu'est-ce qu'on a fait du coup pour ça? On a fait par exemple un calendrier sur le sexisme avec des images amusantes pour illustrer des situations de sexisme ordinaire. Donc il y a cet accord qu'on a signé l'an dernier qui était important. Et sinon, on a fait des vidéos YouTube et on a fait des interviews dans la presse fédérale de femmes en responsabilité, parce que une fois qu'on a dit ça, on a aussi, nous, notre responsabilité dans la fédération pour que y ait des femmes qui montent en responsabilité, donc au secrétariat national, au bureau fédéral, dans les bureaux de syndicats, dans les comex des syndicats.
en DSC, en coordinatrice, en secrétaire de comité européen. Voilà, il faut à chaque fois rappeler qu'une femme peut le faire et encourager nos équipes et des femmes à être en responsabilité. Et enfin, on a aussi mis en place la charte des violences sexistes et sexuelles au travail. On continue de suivre. Et quand il y a des nouvelles instances, on leur demande de signer la charte. Ok. Parlons aussi de handicap. Comment on intègre mieux les personnes en situation de handicap dans nos branches? Alors tout d'abord, le handicap, il y a 18% de la population qui est en situation de handicap. 80% de ce handicap est invisible. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est supérieur au taux de chômage des personnes valides. Il a baissé, il est à 12%. À comparer à l'époque où il y avait ces 12%, c'était 7,4% pour la population active. Dans la métallurgie, en termes d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, on est à l'objectif, on est quasi à l'objectif de 6%, donc on est bien plus à l'objectif que le reste du marché du travail. Avec ce point qui n'est pas un détail, c'est qu'une partie du handicap est générée par l'activité dans la métallurgie. Et donc, ça, c'est vraiment un point sur lequel on veut travailler parce que on peut pas se satisfaire de fabriquer des handicapés. On a un tout petit peu commencé des négociations sur l'accord handicap. Le précédent date de 2013. Okay. Il est pas obsolète et il offre des pistes intéressantes. Après, il faut vraiment le faire respecter. Et on est membre, la FGMM CFDT est membre du Comité national consultatif des personnes handicapées. Et on participe beaucoup. Ok. Du coup, passons maintenant aux personnes LGBT+. Quels sont les problèmes que ces personnes rencontrent et pourquoi c'est un sujet syndical? Alors ça, c'est la première chose qu'on nous dit. On nous dit, mais ça, c'est un choix personnel. Ça n'a rien à faire dans les préoccupations des syndicats. Eh bien si. D'abord parce que quand on est obligé de se cacher, on est peut-être beaucoup moins bien au boulot que les autres. Ouais. Donc on a un problème de qualité de vie au travail. Surtout que si on est dans un contexte viriliste encore, comme tu l'as dit. Voilà. Et il y a des choses encore plus discriminantes. Il y a peut-être qu'elles vont pas déclarer leur conjoint ou leur conjointe à la mutuelle. Et donc, elles vont perdre cet avantage. Elles vont pas le déclarer pour les activités sociales et culturelles parce qu'elles auront peur que ça transpire. Et c'est pour ça qu'on porte ce sujet, qu'on a un groupe de travail, qu'on fait des fiches pratiques pour faire passer à nos équipes que il faut s'en occuper et que nos collègues qui sont LGBT+, il faut faire en sorte qu'ils soient pas discriminés. Donc tout ça, c'est vraiment des sujets que nos équipes doivent traiter, même si, a priori, c'est peut-être pas très facile pour elles. Parce qu'elles ont l'impression de pénétrer dans l'intimité des gens. Voilà, c'est vraiment ça le sujet. On voit bien que c'est ça le sujet. Et on reste persuadé que si on a des équipes diverses, avec tout ce que permet l'inclusion et l'intégration, c'est des équipes de travail plus solides. C'est un monde plus vivable. Et donc, c'est clairement de notre responsabilité et c'est notre boulot de mandater de travailler dessus. Merci beaucoup. Merci. Karim, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les autres branches ? Oui, alors on sait que la FGMM couvre la métallurgie, c'est la plus grosse branche, c'est celle qui occupe le plus la fédération, mais elle couvre aussi 6 autres branches. On retrouve les services de l'automobile, le SDLM pour la maintenance et la location de machinisme agricole et de travaux publics. On a aussi la branche de la récupération, la branche du froid, la branche des jeux jouets et la branche de la bijouterie. Et chacune de ces branches, en fait, elle a sa propre convention collective. Et ça veut dire que, en tant que fédération, on va siéger dans les commissions paritaires, dans les groupes de travail de chacune de ces conventions collectives. Comment tu décrirais l'activité de la fédération pendant ce dernier mandat ? Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec 6 conventions collectives, on a 6 phases de négociation à chaque fois, chaque année. Donc c'est une activité qui est plutôt intense. On a 2 secrétaires fédéraux qui passent une bonne partie de leur temps dans les commissions paritaires. Et on a beaucoup de groupes de travail qui sont des groupes souvent techniques sur les différents sujets des conventions collectives qui sont négociées. Alors sur la mandature qui vient de se passer, on a quand même négocié et signé près de 75 accords, dont 30 juste sur les salaires. Donc la période notamment 2022-2023 avec l'inflation, elle a imposé beaucoup de révisions des conventions
et des salaires minimaux dans le cours de l'année. Mais on a aussi des négociations qui concernent la protection sociale, les classifications, la GPEC et tous les sujets qui sont couverts par une convention collective. Est-ce que vous avez obtenu des avancées Alors, les avancées les plus intéressantes qu'on a eues là sur la période, ça a été une revalorisation des forfaits jours dans la branche de la récupération. Donc ça a été une revendication qu'on a portée assez longtemps. C'est une revalorisation qu'on a réussi à obtenir en 2 fois. Donc, qui a permis d'augmenter de façon systématique les salaires pour les salariés qui sont en forfait jour. On a aussi obtenu dans la branche du froid le paiement des astreintes qui sont annexées au salaire minimum. Alors, ce n'est que au salaire minimum. On a comme revendication un jour d'arriver à mettre ça sur le salaire de base des salariés. Mais on a au moins maintenant, il est indexé et c'est une valeur qui va évoluer à chaque fois qu'on va réussir à négocier les salaires. Et en fait, on a aussi fait une harmonisation de conventions collectives entre ce qui avait 2 conventions collectives, d'un côté bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, et d'autre côté l'horlogerie. Et c'est un travail qui a pris presque 5 ans à la fédération, de façon à harmoniser ces 2 conventions collectives pour en obtenir qu'une seule. Et donc maintenant, on a une convention collective de moins, mais une convention collective qui est unifiée et qui comprend bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et l'horlogerie. Est-ce que vous avez encore beaucoup de dossiers ouverts ? Alors, on a des négociations qui sont en cours. Il y a une négociation que l'on porte et que l'on porte depuis le congrès de Saint-Malo, puisque c'était noté dans la résolution, qui est celle d'essayer d'obtenir en tout cas des activités sociales et culturelles de branche. Pour l'instant, c'est la branche de la récupération avec laquelle on a le plus avancé, donc c'est celle qui semble intéressée par ce dispositif et avec lequel on espère arriver à conclure. Par contre, il va falloir qu'on arrive à convaincre le patronat que c'est une cotisation qu'il va devoir payer, mais que ça permet de donner en fait accès à des activités sociales et culturelles à des salariés qui n'ont pas de CSE, parce que souvent ces branches sont très souvent composées de TPE et de PME. Et sur les activités sociales et culturelles, c'est quand même un dispositif assez inédit. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? C'est un dispositif qui est inédit, mais il n'est pas totalement nouveau parce qu'il existe. On a une branche dans laquelle le paritarisme marche plutôt bien, qui est la branche des services de l'automobile. Et c'est une branche qui s'est dotée d'un outil assez intéressant qui est IRP Auto, qui est un outil paritaire, donc dans lequel les syndicats et le patronat siègent, qui est financé par des cotisations obligatoires définies par la convention collective et qui permet de mener tout un tas d'actions. Donc il y a beaucoup d'actions au niveau de la santé, mais aussi des actions, et notamment des actions culturelles via l'organisme qui s'appelle l'APASCA et qui gère de l'activité sociale et culturelle pour les salariés de la branche. Donc c'est un très bel exemple, c'est une branche dans laquelle le paritarisme marche bien, et on voit que quand le paritarisme marche bien, donc on arrive à s'entendre avec la partie patronale, on arrive à obtenir des avantages pour les salariés qui sont intéressants et qui participent à l'attractivité aussi de la branche. Ça fait quand même beaucoup de négociations, beaucoup de fusions, beaucoup de conventions collectives. Ça représente quand même une sacrée somme de travail, non ? C'est une sacrée somme de travail, ça représente beaucoup d'engagement de la part de la fédération, mais heureusement, on n'est pas tout seul pour le faire. C'est-à-dire qu'on est accompagné de militants qui viennent du terrain, qui viennent d'entreprises et qui viennent notamment travailler dans les groupes techniques. Et pour nous, c'est important d'avoir ces militants-là parce que eux, ils connaissent la réalité du terrain et que c'est avec eux, en fait, qu'on est sûr d'avoir des négociations au niveau des branches qui correspondent à la réalité du terrain. Et c'est là où on a aussi besoin beaucoup des syndicats, parce que ce sont les syndicats qui vont identifier les militants dans leur outil Gazelle et qui vont permettre d'identifier les conventions collectives correctement et nous permettre après de rentrer en contact avec ces militants ou nous autoriser à rentrer en contact avec ces militants pour qu'on puisse les faire participer au groupe de travail et qu'on soit sûr à chaque fois qu'on négocie que ça correspond aux attentes des salariés. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi.